Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce webinaire qui s'articule autour du design, de l'innovation pour une nouvelle génération, mais dans un contexte africain. Soyez les bienvenus parce qu'on est regardé, on est suivi d'un peu partout. Donc, je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir. Ce webinaire, il vous est proposé par Africa Design School, donc l'école de design basée en Afrique de l'Ouest, la première école de design en collaboration avec la prestigieuse institution, donc la WDO, la World Design Organization, ici représentée, et aussi la World Intellectual Property Organization, WIPO, et nos partenaires institutionnels, donc CMS-City et l'École de design de Nantes Atlantique. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le programme. Donc, je me ferai un plaisir de vous présenter très rapidement l'école, Africa Design School, le projet au Bénin. Euh, Ensuite, on aura une intervention du Managing Director Bertrand Derome de la World Design Organization. Et enfin, on aura aussi des interventions, notamment de Selma Ladrak, architecte designer marocaine, qui va nous parler un peu de son processus. Puis, on aura une intervention de Mariam Abou Hassani, qui nous parlera aussi des notions de propriété intellectuelle. Et on terminera par des questions-réponses et une intervention de Hicham Lalou pour terminer. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Moi, c'est Kefil Saka, je suis en charge du développement et des partenariats à Africa Design School. Alors, Africa Design School, qu'est-ce que c'est? Mais avant, il est important que je vous pose un peu le contexte. Donc, Africa Design School, c'est une école de design euh, qui a vu le jour en 2019, mais le contexte est celui-ci. Pourquoi la création d'une école de design au Bénin? Alors, il y a 8 ans, le gouvernement béninois a entamé une phase de croissance et de développement dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la culture, l'industrie, le tourisme, l'agriculture, mais vraiment dans tous les secteurs. Et très tôt, ce gouvernement, en tout cas, a pris conscience qu'il fallait innover dans ces secteurs, qu'il fallait vraiment des piliers de l'innovation qui allaient vraiment apporter une valeur ajoutée et faciliter cette croissance, ce changement dans ces domaines. Donc, suite à cela, il y a eu l'agence de développement CMS-City qui a été créée. Là, vous voyez en image le futur site qui va accueillir près de 30 000 étudiants africains à Ouida. Donc, l'agence de développement CMS-City a été créée, donc suite à une volonté gouvernementale et elle a collaboré avec l'école de design de Nantes Atlantique pour la création d'Africa Design School. Donc voilà un peu la petite historique. Africa Design School a été créée en 2019 euh, avec un statut d'association à but non lucratif. Et nous, notre définition du design s'articule aux frontières de la création, de la stratégie et du management. Concrètement, nos étudiants sont formés à adresser des problématiques actuelles, mais aussi sont habilités à pouvoir anticiper les usages de demain, les usages du futur. Donc, nos étudiants sont formés à concevoir des solutions qui vont être désirables, viables et réalisables. Africa Design School a vraiment pour vocation de former des designers africains dans un monde global. Au départ, on parlait de former des designers africains pour l'Afrique, mais le monde, il est beaucoup plus ouvert grâce à Internet, grâce au numérique, et nos étudiants peuvent intervenir un peu partout. Ensuite, nous avons pour vocation de former des designers africains capables d'innover sans reproduire les excès des modèles existants. C'est-à-dire aujourd'hui, nos étudiants, dans leur démarche de conception, vont prendre en compte des enjeux écologiques, sociétaux, économiques pour pouvoir concevoir des solutions. Ensuite, nous avons pour vocation de faire la promotion du design en tant que vecteur d'innovation sociétale, donc être vraiment acteur du design en tant qu'école, mais auprès aussi des entreprises et des institutions, et valoriser nos savoir-faire locaux et l'identité africaine dans le processus de création. Aujourd'hui, nous avons pour mission de pouvoir former des étudiants qui auront leur place et qui pourront valoriser l'identité culturelle, le patrimoine africain du design.
Donc, le projet Africa Design School a commencé en 2019 avec la création d'une première filière, donc le design numérique, et 15 étudiants. Et au fur et à mesure, il s'est développé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 230 étudiants formés à Cotonou, au Bénin, avec 51% quand même de filles. Nous avons développé plusieurs programmes, un master de la formation continue et un pôle d'innovation. Donc, en termes de formation, Bac+3, aujourd'hui, nous disposons des formations en numérique, en graphisme, en design d'espace et en objet pour pouvoir adresser les problématiques liées à ces sujets. Le master délivré aujourd'hui, en tout cas qui se déroule à Africa Design School, est un master international qui a cette capacité, elle a cette capacité d'accueillir quand même des étudiants internationaux en son sein. Donc aujourd'hui, nous accueillons 11 étudiants euh, français de l'école de design de Nantes Atlantique qui vont rencontrer des étudiants d'Africa Design School et qui vont se former ensemble sur des problématiques beaucoup plus complexes. Tous nos diplômes sont délivrés, sont en tout cas validés par le- l'État français. Donc, nous délivrons le diplôme national des métiers du design en Bac+3 et le diplôme national en Bac+5. Alors, la particularité à Africa Design School, c'est que euh, nous accentuons la formation sur la professionnalisation des étudiants. Concrètement, cela veut dire que il y aura des cours de professionnalisation, il y a des stages, certes, mais nous développons ce qu'on appelle des partenariats pédagogiques. Et ces partenariats se font avec des entreprises, des institutions, où les étudiants vont travailler sur des problématiques réelles de ces institutions-là. Cela va contribuer justement à la valorisation du savoir-faire de nos étudiants et aussi à leur créer des opportunités. Avec l'expérience et les années parcourues, nous avons pu développer quand même un réseau de plus de 80 entreprises qui nous accompagnent dans la formation des étudiants. Aussi, grâce au travail acharné des équipes, nous avons bénéficié de la reconnaissance, en tout cas, euh, de, de- des institutions, mais aussi des personnalités. Donc, nous avons reçu, bien sûr, la visite du président Macron, du président Talon, du président Kagame. Mais l'objectif derrière tout ça, c'est de valoriser les étudiants. Donc, encore une fois, ils prennent la parole et ils s'expriment devant ces officiels, justement, qui vont échanger avec eux. Cela permet de valoriser encore une fois le savoir-faire et le talent de nos étudiants. En 4 ans, nous avons diplômé 2 promotions. Donc, la toute première en 2022, en design numérique, et la deuxième en 2023. Et donc, pour la plupart, ils poursuivent les études en master. Nos objectifs pour les années à venir sont les suivants. Bien, nous souhaitons renforcer le positionnement d'Africa Design School en tant qu'école de design en Afrique de l'Ouest en tant qu'école leader. Nous voulons renforcer ce positionnement-là, développer davantage de partenariats auprès des institutions publiques et privées, être vraiment un carrefour de formation en design en Afrique, donc pouvoir faire venir facilement des entreprises et des étudiants des pays voisins, du Togo, du Gabon, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous voulons vraiment contribuer au rayonnement du design et de l'innovation Made in Africa. Donc, je vais terminer ma présentation par cette phrase en disant que la meilleure manière de comprendre du design, c'est d'en faire. Et justement, c'est pour cela que nous développons un maximum d'activités, euh, des espaces de discussion, en tout cas un maximum d'activités de discussion, de rencontres, pour que nos designers en herbe, nos étudiants qui seront futurs designers, puissent rencontrer des experts, des professionnels du design, et pour qu'ils puissent facilement se projeter et avoir vraiment de l'impact. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Et sans plus tarder, justement, je vais introduire Bertrand Derome, le Managing Director de la WDO, donc l'Organisation mondiale du design. C'est l'institution la plus importante du design au monde qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui
avec nous dans le cadre de ce panel et qui a quelques mots à partager avec nous. Merci beaucoup. Merci Képhil, merci pour cette introduction. Pour nous, c'est un privilège d'être ici avec vous. L'objectif de tisser des liens avec les différentes régions d'Afrique est pour nous un aspect extrêmement important. Je me permets aujourd'hui, et c'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous en français en tant que Canadien français. Le siège social de l'Organisation mondiale de design est basé à Montréal, dans une ville bilingue qui reflète certaines des diversités que vous pouvez avoir aussi à travers l'Afrique. Mais pour nous, clairement, on a une communauté dont on est très fier en Afrique. On est très fiers aussi de nos membres qui tissent des liens. L'école de design de Nantes Atlantique qui tisse un lien avec l'African Design School. Pour nous, c'est un exemple probant de l'importance de ces connexions internationales, de la valeur et de la richesse qu'on a à créer ces liens et à créer ces communautés. Donc, on est très heureux de participer aujourd'hui. On vous remercie pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer nos parties prenantes en Afrique. On a d'anciens présidents et aujourd'hui sénateurs, Mugendi Nrita, dans la région. Plus tard, vous entendrez Hicham Lalou, un ancien membre du conseil d'administration, aujourd'hui Regional Advisor pour WDO, qui nous permet de créer et conserver ces liens. Donc, on a cette communauté de membres du conseil d'administration. On a aussi une communauté de membres qu'on souhaite étendre avec une bonne présence en Afrique du Nord, dont Selma est une belle représentante. Aussi en Afrique du Sud, où Cape Town a été nommée capitale mondiale du design. Et donc, pour nous, c'est des ancrages qui sont importants, mais on souhaite réussir à créer des ponts bien au-delà. Et c'est une des raisons pour laquelle WDO a signé une entente avec CGLU Afrique, euh, donc le Conseil des gouvernements locaux africains, qui souhaite utiliser le design pour aider et contribuer à redéfinir l'ambition et l'imaginaire africain pour développer un meilleur futur. Comment utiliser le design pour s'assurer d'une prospérité qui soit durable pour l'Afrique, une prospérité respectueuse des cultures locales et des spécificités. Et c'est la raison pour laquelle CGLU, lorsqu'il lance des initiatives, souhaite que ce soit représenté dans chacune des 5 grandes régions africaines. Donc, on se prépare à la WDO à identifier et créer ces initiatives pour nous permettre de continuer le travail que le design doit jouer pour améliorer la qualité de vie des citoyens et assurer une grande prospérité. Euh, à titre d'organisation internationale, on a une responsabilité vis-à-vis du design de promouvoir le design, son utilisation. On a aussi une responsabilité à encourager les designers à avoir des pratiques plus responsables, que le développement durable fasse partie intégrante de leurs pratiques, que ce soit sur les plans culturel, social, environnemental et économique. Le design doit contribuer à ces 4 piliers du développement durable. On se donne aussi la responsabilité d'aider les différentes parties prenantes, les organisations internationales, les agences des Nations Unies, les aider à comprendre comment elles devraient utiliser le design pour accomplir leur propre mission. On a eu des projets ces dernières années, entre autres, avec les Nations Unies Femmes en Asie du Sud-Est, où des designers dirigeaient les processus créatifs d'équipes de professionnels sur la question de la sécurité des femmes, de la violence faite aux femmes, pour identifier des meilleurs programmes, des meilleurs événements, des meilleures activités qui les aideraient à mieux sensibiliser les différentes communautés à cette problématique, la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. On travaille aussi avec UNIDO, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui se préoccupe énormément de la question euh, de la transformation de la vie des craft people.
Donc, les artisans, pour aider à comprendre comment est-ce qu'on peut aider nos artisans à avoir une meilleure prospérité à long terme, tout en conservant les éléments culturels qui sont clés à leur pratique locale. Et donc, tout cet équilibre entre un certain niveau d'industrialisation, de commercialisation et de marketing qui va faire en sorte de pouvoir assurer la pérennité de certains savoir-faire locaux et régionaux. Euh, sans faire en sorte d'avoir un bulldozer de mondialisation et d'industrialisation. Donc, tout cet équilibre entre prospérité, culture et développement fait partie des questions que l'Organisation mondiale du design, en partenariat avec des agences internationales et les gens du milieu et les industriels et les designers, doivent faire. Donc, pour nous, c'est un plaisir d'être impliqué dans une journée comme aujourd'hui, de voir les panélistes que vous avez, à la fois des professionnels ancrés dans une pratique extrêmement respectueuse des traditions et de la culture, mais aussi des intervenants. Et je tiens à saluer nos collègues de l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle. Merci à Mariam de nous accompagner dans cette présentation et s'il est avec nous. Marcus, pour avoir initié ces, ces rapprochements parce que pour nous, la valeur du design industriel et du design en général a souvent été sous-estimée et sa protection fait partie des piliers qui vont faire en sorte qu'on réussisse à euh, valoriser et rendre justice aux créateurs, aux designers qui sont derrière ces pratiques-là. On a énormément d'ambition dans différents programmes. Si vous suivez les activités de la WDO, vous entendrez parler d'un nouveau projet qu'on lance en Inde avec Bangalore, qu'on appelle World Design Protopolis. Protopolis alliant euh, le prototypage, donc l'exploration, et police pour la mégapolis. Donc, comment prototyper la mégapolis de demain. Bangalore, une ville qui est en croissance fulgurante ces dernières années, qui manque d'infrastructures, se prête au jeu de dire prenons une petite partie de nos budgets d'infrastructure et euh, faisons-la passer à travers la lentille du design pour voir si on peut réussir à développer des villes qui sont plus habitables, plus sécuritaires, plus équitables et plus durables aussi pour nos citoyens. Donc, c'est un grand chantier qu'on lance en Inde et qu'on souhaite déployer à travers le monde au cours des prochaines années. Et finalement, comme dernier petit mot aussi, parmi les autres éléments que des jeunes étudiants devraient suivre de la WDO, c'est son engagement pour la jeunesse. On a un programme depuis maintenant 5 ans qu'on appelle Young Designer Circle, le cercle des jeunes designers, où on recrute à travers le monde des cohortes de jeunes designers, certains étudiants, chercheurs et jeunes professionnels de moins de 35 ans qui, ensemble, participent à des initiatives, participent à contribuer à certains de nos projets et développent certaines de leurs initiatives propres. Et donc, ça permet de créer aussi cette communauté de jeunes qui leur permet d'échanger et d'explorer les différentes perspectives, les différentes ambitions que nos jeunes designers ont à travers le monde et à travers leurs différents contextes. Donc, une fois encore, merci de l'invitation. Merci de tenir un événement comme celui-ci, ainsi qu'à nos panélistes aujourd'hui. Et salutations à tous. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Bérôme, pour cette brillante intervention. On note quand même qu'il y a une forte implication de la WDO sur le continent africain, avec des partenariats quand même très importants qui sont tissés avec des institutions sur le continent qui mènent des actions pour la promotion du design, pour la valorisation des savoir-faire aussi. Donc, merci beaucoup pour cette euh, brillante participation. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous dans le cadre de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va évoluer. Euh, donc, on va laisser la parole, en tout cas, à Selma Lazra, qui est architecte designer marocaine et qui a fait ses preuves à Munich et donc qui a une forte pratique, je vais dire, qui valorise des savoir-faire locaux dans sa pratique du design et qui a une présentation à partager avec
aussi bien vous les étudiants à Cotonou, mais aussi tous ceux qui sont connectés sur ce webinaire. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à, à Selma Lazrak. Merci beaucoup. Merci beaucoup Selma, tu peux prendre le relais. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Cécile, tu dois départager ton écran pour que je puisse le faire. Merci. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui, d'accord. Bonjour à tous déjà. Merci beaucoup pour l'introduction, Kéfil. Moi, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour votre accueil, l'African Design School. Je remercie les étudiants d'être présents à ce webinaire et tous les autres qui se sont joints à nous. Et je voudrais remercier particulièrement WIPO pour leur intervention aujourd'hui et les féliciter aujourd'hui pour le lancement de l'application Afrique Design qui va être un tournant pour la protection et la diffusion du design en Afrique. Et je voudrais aussi remercier les membres de la World Design Organization, donc Dorothée Bolade, Bertrand Derôme, Hicham Lehlo. C'est une organisation dont je fais partie depuis 2023 et qui œuvre, comme vous l'a présenté, Monsieur Derôme, pour la diffusion du design à l'international. Et c'est une organisation qui me tient vraiment à cœur. Voilà, je voudrais vraiment remercier Dorothée Bolade, qui a été la marraine et l'initiatrice de ce webinaire. Merci pour ton travail et ta dédication. Et remercier également Monsieur Hicham Hlo, Monsieur Bertrand Derôme, qui nous ont fait un grand honneur d'accepter cette invitation, d'être là parmi nous aujourd'hui. Alors, je pense que Kéfil a fait une belle introduction de mon parcours. Voilà, je suis designer et architecte marocaine basée à Munich aujourd'hui et depuis 5 ans. Et j'aimerais en fait partager un récit un peu plus personnel avec vous aujourd'hui en me concentrant sur mon travail. Est-ce que vous entendez les bruits? Vous entendez des bruits de travaux? Non. Très bien. Donc, je vais me présenter plus en détail mon parcours, vous parler un peu de mon histoire, du patrimoine au Maroc et aussi ma vision du design et mon processus de création. Voilà. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une dimension qui est essentielle dans le design aujourd'hui et c'est la diffusion du design et sa protection, qu'il soit graphique ou industriel. C'est un élément qu'on apprend pas toujours à l'université et plusieurs designers ne connaissent pas toutes les règles, mais c'est nécessaire de le maîtriser pour un designer. Donc, pour revenir un peu à mes racines, donc moi je viens du Maroc. C'est une terre africaine, un pays montagneux, désertique, qui est entouré d'une mer, d'un océan, avec une vraie richesse géologique. Et ces éléments influencent profondément, comme tout enfant né dans le continent, mon imaginaire, avec une nature qui est omniprésente, des couleurs, des matériaux, des lumières particulières, et aussi un patrimoine architectural et artisanal exceptionnel, avec plusieurs bâtiments qui vont être inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc, quand on va vers le sud du Maroc, par exemple, on a une architecture vernaculaire avec cette architecture amazigh, donc les premiers habitants du Maroc, qui ont créé une architecture qui se fond dans le paysage marocain. Et on voit aujourd'hui des vestiges de Ksor et de Kasbah qu'on peut voir sur la photo, avec des éléments géométriques en relief, des gravures. Et ces peuples amazirs construisaient des bâtiments avec un grand respect à la nature et une harmonie avec un matériau qui est le pisé, et aussi du bois de cèdre pour des structures et pour les ouvertures. Et donc au Maroc, les artisans qui se consacrent à créer donc tous ces beaux bâtiments et donc qui créent donc ces détails comme les portes, les frises, jouent un rôle en fait polyvalent. Ils vont aussi s'impliquer dans la création d'objets de la vie quotidienne, un peu en accord avec la société qui vit dans ces casbahs. Comme ici on voit, c'est un sucrier. Voilà, c'est un marteau à sucre en fait du 19e siècle
Et il y a vraiment un dialogue authentique entre l'architecture et l'artisanat, car c'est deux éléments qui sont conçus et élaborés par les mêmes personnes, les mêmes artisans. On trouve aussi une continuité dans les motifs utilisés, que ce soit sur un linteau d'une porte ou sur un coffre. Et ça établit vraiment une harmonie visuelle entre les différents éléments de l'environnement bâti. Ici, on a... bon. Et ici, alors, on a un autre décor, donc plus au nord du Maroc, donc à la fin du 7e siècle, l'arrivée des premiers conquérants, qui va marquer un événement majeur de l'histoire du Maroc avec la création des grandes villes impériales, Fès, Rabat, Marrakech, Meknès, et qui est certainement ici Fès, une des cités les plus importantes du Maroc, avec une ville ancienne et qui va aussi trouver un emplacement avantageux au croisement de plusieurs routes commerciales importantes. Elle se trouve au cœur d'une région montagneuse avec beaucoup de matières premières et elle a développé une riche culture esthétique avec une dualité entre l'architecture extérieure simple et qui fait souvent écho à l'architecture amazigh qu'on a vue dans les villes du sud et un décor riche de plâtre ciselé, de bois sculpté, aussi un grand travail de mosaïque, de zélige. Et cette architecture marocaine, on la retrouve aussi dans plusieurs villes africaines aujourd'hui, comme à Dakar ou alors à Nouakchott, avec la grande mosquée de Nouakchott. Et donc, ces formes géométriques qu'on va retrouver dans ces beaux bâtiments, on les retrouve aussi dans les pièces de mobilier. Elles proviennent principalement de l'art arabo-mauresque qui a beaucoup influencé le Maroc et que l'on retrouve aussi au sud de l'Espagne, en Andalousie, mais aussi avec des influences, comme on a pu le voir, de l'art des villes du sud du Maroc. Euh, on, on utilise aussi donc ce bois sculpté, ces motifs peints qui font écho un peu aux premiers arts marocains. Et le vocabulaire qui va se développer dans ces villes va être axé sur une idée d'unité et d'harmonie avec des principes géométriques assez précis. Voilà, et une harmonie, une espèce de recherche d'harmonie dans le travail. Et quant à moi, donc je suis née à Casablanca, donc c'est des villes qui viennent s'ajouter plus tard. Donc Casablanca, c'est ma ville, une ville qui s'est démarquée en fait en étant un laboratoire pour tous les courants avant-gardistes en architecture et en design. Et ici, on voit bien un exemple d'architecture néo-mauresque qui va reprendre l'architecture des villes impériales avec des matériaux nouveaux, innovants. Euh, ou alors, on va utiliser des matériaux pour construire plus haut. Et ici, on a le premier gratte-ciel africain, pionnier dans l'architecture moderniste, ou alors des styles un peu plus avant-gardistes avec Jean-François Zévaco. Et ça, c'est un exemple du brutalisme africain. C'est un courant qui nous fascine tous. J'imagine, vous avez des merveilles au Bénin, comme l'université d'Abomey-Calavi. J'espère que je le prononce bien. Donc Casablanca a été vraiment une source d'inspiration pour moi car elle était à la fois plurielle et complexe, un peu comme les grandes métropoles africaines. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi elle avait cette allure particulière. Essayer de comprendre comment les architectes, les artisans, les décorateurs sont parvenus à distiller tout le patrimoine riche du Maroc et en proposer une relecture moderne, innovante, avec vraiment une portée internationale. Donc, ça a été une quête passionnante pour décoder les histoires gravées dans les structures, pour extraire les éléments d'inspiration. Elle a été importante pour moi personnellement dans mon parcours créatif. Et donc, on va retrouver aussi dans le mobilier intérieur cette influence, ces styles, avec des créations comme ce buffet, par exemple, qui est conçu par le grand ébéniste français Eugène Krins pour une villa à Casablanca et qui est fait en cèdre marocain. Et on voit bien qu'il y a un travail de courbe en bas qui reprend un peu les éléments d'architecture marocaine et en les fusionnant. Donc, une fusion artistique qui va reflétait une innovation déjà à l'époque et une ouverture marocaine à des styles diversifiés
Et ça va être un tournant. Et un tournant qui va faire que les villes africaines vont avoir une participation significative sur la scène artistique internationale. Quant à moi, bon, je quitte Casablanca en 2007 et après plusieurs années à étudier et travailler en France, en Turquie, au Maroc, en Allemagne, en tant qu'architecte et designer sur des bâtiments publics, des maisons, mais aussi sur de la restauration en architecture. En 2020, je décide d'ouvrir ma propre agence avec une volonté d'explorer une pratique un peu plus personnelle. Et dans cette perspective, donc, je décide de retourner au Maroc pour un projet privé d'architecture intérieure qui va s'étaler sur plusieurs mois. Et, euh, et au Maroc, on a la chance en fait d'avoir des artisans qui travaillent les matériaux nobles avec beaucoup de talent. Et j'ai entamé une collaboration avec ces artisans locaux. Mon travail me conduit à parcourir le Maroc avec vraiment une démarche d'échange. Voilà, j'ai aimé être au contact de ces artisans, de matériaux, de passer du temps avec eux dans les ateliers, avec une approche vraiment curieuse et une envie d'apprendre voilà, de leur savoir-faire. Voilà, et aussi me replonger dans l'art traditionnel marocain, ses formes, ses couleurs, voilà, ses matériaux. Il faut savoir que les artisans du Maroc, et j'imagine aussi en Afrique, évoluent dans des ateliers familiaux qui sont traditionnels. Et il y a un principe de transmission de connaissances qui se fait oralement et qui se fait de génération en génération. Donc, c'est important pour moi d'être présente. Et pour moi, c'est le bois, c'est vraiment le premier médium des designers africains. Et donc, dans un contexte d'urgence climatique, me rapprocher de matériaux biosourcés, ça devient essentiel pour penser à un futur durable. C'est un peu nos alliés dans cette démarche d'économie circulaire et surtout à l'échelle africaine. On a une grande richesse forestière dans le continent, au Maroc, avec par exemple le cèdre, qui est un bois qui est sec, qui résiste aux intempéries. Euh, un bois de grande qualité ou l'arache, le thuya, qui va être utilisé en décoration, ou alors d'autres espèces qui existent en plus petite quantité comme le noyer, le chêne. Et c'est des bois. Et aussi, on a des bois importés d'autres pays africains comme l'Iroko, qu'on travaille beaucoup au Maroc, importés du Niger, du Gabon ou par exemple l'ébène de Madagascar pour la marqueterie qu'on utilise beaucoup euh, dans notre artisanat. Voilà. Donc, à partir de là, donc, je travaille sur des premiers dessins d'une collection qui me tient à cœur, des dessins que je commence toujours à la main. Et j'ai ensuite dessiné, donc, j'ai fait un dessin technique, donc grâce au logiciel d'informatique que vous connaissez sûrement avant d'entamer le travail avec les artisans. Et c'est à ce moment-là que vient la protection. Donc, je décide de les protéger car j'imagine déjà une diffusion de ces pièces dans plusieurs pays. Et voilà, il faut savoir que les aspects fonctionnels d'un produit sont protégés par un brevet. Les aspects esthétiques sont pris en charge par des dessins ou des modèles industriels. Et les dessins des designers, qu'ils soient graphiques, industriels, ne sont pas seulement une expression artistique, ils ont aussi une valeur patrimoniale et commerciale et sûrement sentimentale pour tous les designers. Et selon moi, cette protection de ces créations, elle est cruciale, surtout dans un monde où la copie peut être très rapide avec Internet et parfois sans scrupule, et en particulier pour des designers qui ont souvent on a souvent vu le cas de designers confirmés ou des maisons d'édition, malheureusement, qui copient ouvertement les dessins de designers émergents ou de designers qui viennent de pays où la protection des œuvres n'est pas commune, où elle n'est pas stricte. Et c'est souvent le cas au Maroc, par exemple, dans le travail, par exemple, des artisans du zéliche, pour ne citer que. Et cette protection, elle est un élément clé pour stimuler la créativité et vraiment garantir la reconnaissance internationale et l'authenticité des créations africaines.
Et donc, dans cette optique, je vais, comme vous, aujourd'hui, suivre deux webinaires avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est avec nous aujourd'hui, qui fait un travail remarquable en documentation pour aider les designers à comprendre ces enjeux de protection, mais aussi à simplifier en fait ce processus d'enregistrement qui peut être complexe, car les pays ont des dossiers différents. Dans mon cas, ça a été très important car je souhaitais avoir une diffusion sur plusieurs continents, comme l'Afrique et l'Europe. Et donc, ce processus de l'OMPI, c'est un dossier commun et unique qui va être ensuite être validé si, bien sûr, il n'enfreint pas les règles de la propriété intellectuelle lors de son enregistrement. Et ensuite, il sera partagé aux organismes de chaque pays. Et donc, ça va permettre vraiment au designer de produire son œuvre de manière sereine, qui pourra ensuite être partagée. Il pourra la produire, la proposer à des clients ou à des marques pour son édition. Et donc, une fois cette protection accordée, c'est là où je passe au travail de l'atelier, donc avec un médium que je décide je décide de travailler sur un médium, et vous imaginez bien, c'est le bois, j'en parle depuis le début. Donc, le bois massif, avec un travail qu'on imagine, voilà, avec les artisans sculptés. Seulement, ce bois, même s'il a de nombreuses qualités, il a aussi des limites. Et sculpter sur des petites pièces, comme dans la tradition marocaine, c'est aisé, mais sculpter de grandes pièces, ça peut provoquer des craquelures au fil du temps ou des défauts dans le meuble. Et pour résoudre ce défi, on va travailler ensemble avec les artisans sur des découpes. On va respecter les caractéristiques du bois. Et donc, on va diviser les pièces grâce au dessin technique et donc de tout ce que moi j'ai appris et de mon bagage. Et on va les diviser en plusieurs morceaux pour ensuite venir les assembler. Donc, c'est un processus de conception qui a été très intéressant pour moi en tant que designer parce que j'étais en mesure d'appliquer des compétences que j'ai acquises à travers mon parcours professionnel, qui sont la découpe numérique, le dessin technique. Et donc, la finition manuelle par les artisans, elle a vraiment apporté cette touche humaine et artisanale et ça a ajouté une valeur à la pièce. Et donc, c'est un processus de technique traditionnelle et moderne qui est un élément singulier, important dans le design africain, je pense, car il peut nous emmener vers un vocabulaire vraiment riche et innovant. Et donc, de là naît une collection qui va se caractériser par un style sculpturel et qui va puiser son inspiration dans des formes simples et organiques, mais aussi des influences héritées du riche patrimoine marocain. Donc, avec un objectif d'aller à l'essence même d'un patrimoine et d'une terre et intégrer tout ça harmonieusement dans un langage de forme et créer un vocabulaire graphique contemporain. Voilà. Et donc, la première pièce que je dessine, Alcoba, qui est une table basse qui va reprendre un peu les formes empreintes aux niches marocaines. Et donc, tout ce jeu d'ombre et de lumière que l'on retrouve dans ces éléments architecturaux et aussi de symétrie, tout en faisant écho à la simplicité d'une forme naturelle et qui est la dune du désert marocain, le Sahara. Ensuite, on a Hamoud, c'est une pièce qui me tient à cœur et qui, elle, rappelle le chapiteau des colonnes que l'on trouve dans les médersas et les maisons traditionnelles marocaines. Et elle va un peu rappeler voilà, ce patrimoine qu'on a, un détail de ce patrimoine marocain. Alors, sur cette pièce, Sirois, c'est une chaise en bois massif. Elle reprend les éléments du bois sculpté que l'on a vu dans les détails des fresques dans la ville de Fès, mais aussi dans les villes du sud, mais aussi avec une forte inspiration euh, euh, d'un site que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est le massif montagneux sirois dans l'Atlas avec ses roches érodées et ciselées. Et enfin, House, une table qui va reprendre les arcades que l'on retrouve dans le langage architectural et artisanal marocain et
qui vient clore cette collection. Voilà. Alors pour moi, de nombreux designers comme moi, africains, ont émergé ces dernières années, ainsi que de nouveaux courants. Je pense à l'afrofuturisme, des courants qui sont très intéressants et qui vont vraiment proposer des designs qui reflètent une histoire et une culture de leur pays, avec cette particularité d'être né voilà, dans une terre, tout en étant tourné vers l'avenir et l'innovation. Et ces créateurs font face à la problématique de la tension entre les tendances mondiales en matière de design, comme l'a présenté Kéfil en introduction, mais aussi la préservation du patrimoine culturel. Et je pense qu'il est aujourd'hui important de prendre conscience de l'importance de préserver une identité culturelle à travers son travail. Et dans le cas africain, les designers ont des ressources très riches et travailler avec des matériaux et des techniques traditionnelles, introduire un savoir-faire d'artisans locaux et leur connaissance de l'artisanat traditionnel dans toutes ces pratiques contemporaines, ça peut être un élément clé dans le rayonnement du design africain. Après, je pense aussi que cette préservation du patrimoine culturel peut présenter aussi des défis, donc avec des designers qui se concentrent trop sur la spécificité culturelle et qui peuvent avoir du mal à créer des pièces qui sont accessibles et pertinentes pour un public plus large. Et cela peut également entraîner un manque de reconnaissance et de respect pour toutes les traditions culturelles et expressions. Et pour moi, cette pratique du design, elle devrait être une combinaison de la compréhension et de l'appréciation de la culture locale, mais aussi de l'innovation. Euh, Chacun de nous possède un talent qui va au-delà de la maîtrise d'une compétence spécifique, et qui va se manifester aussi dans notre perception et notre interprétation du monde qui nous entoure. Et les designers, pour moi, vraiment détiennent cette capacité unique de regarder les choses sous un angle différent et créer des solutions innovantes pour résoudre des problèmes qui sont complexes, avec une capacité de se connecter avec leur histoire, leur environnement, leur communauté et comprendre vraiment les besoins des utilisateurs et imaginer des solutions adaptées à ces besoins. Et ça, c'est une richesse pour un pays et pour un continent. Et je pense qu'il est important d'encourager et soutenir ces talents créatifs sur le continent africain, comme vous, vous êtes la prochaine génération. Et je suis sûre que chacune de ces voix et de votre histoire personnelle aura sa place dans le design international. Et j'espère qu'on continuera de parler de sujets importants comme la protection intellectuelle des œuvres en Afrique. Voilà, pour moi, le travail des designers africains va vraiment contribuer à résoudre des défis auxquels font face les communautés africaines. Et je suis persuadée que le design africain va jouer un rôle crucial dans la création d'un avenir plus durable et plus inclusif pour le continent, je l'espère. Voilà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention et je vais passer le relais à WIPO, à Mariam Abou-Hassani, qui a des choses très importantes à vous dire aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite du succès à chacun d'entre vous et beaucoup de courage dans votre parcours. Merci, merci beaucoup, Selma. Euh, je vais juste rappeler aux étudiants que Selma c'est une designer et architecte africaine, donc d'origine du Maroc, qui a remporté des awards. Donc ça, il faut le noter quand même. Elle a remporté des awards, donc l'African Design Award en 2023, le Morocco Design Award également. Donc elle a eu plein d'expositions à Milan, à Berlin et à Paris. Et c'est vraiment un modèle d'inspiration, je vais dire, pour vous, les designers de la future génération. Donc, je m'adresse notamment aux designers d'objets et aux designers d'espace qui sont dans la salle à Cotonou. Et elle arrive, par sa démarche, en tout cas, à valoriser les savoir-faire locaux de son pays qu'on va retrouver à travers
les objets ou les solutions qu'elle présente. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut noter. Et aussi, ne pas être trop ancré dans la valorisation pour ne pas être en déphasage en fait avec le monde contemporain. Donc, il faut juste trouver le juste milieu, pouvoir s'inspirer, puiser de son patrimoine, mais pouvoir le transcrire aujourd'hui facilement dans ces solutions pour être beaucoup plus ouvert sur le monde. Donc, merci beaucoup, Selma, pour ta présentation. Et qui dit innovation, solution, va forcément s'adresser aux problématiques liées justement à la propriété intellectuelle. Et pour cela, on a aussi l'institution la plus importante au monde aussi qui nous accompagne sur ce webinaire, aujourd'hui représentée par Mariam. Donc, Mariam de WIPO, si tu es prête, on te passe le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Capi pour la présentation. Je vais maintenant partager mon écran. Une seconde. Alors, je suis très ravie d'être, je suis très ravie d'ici être entre vous. Le titre de ma présentation est Les dessins et modèles protégés, perspective internationale et Afrique Design, que c'est une première application mobile pour les designers dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons rapidement explorer la protection des dessins et modèles industriels en général et le système de la haie. Et ce sera l'occasion pour vous introduire à cette application mobile innovante. Alors, moi, je vais dire d'un point de vue juridique, et les dessins et modèles industriels désignent les aspects ornementaux ou esthétiques d'un produit, qu'il s'agit de sa forme, motif, couleur, ligne, etc. Et si certaines conditions sont remplies, ces aspects peuvent être protégés en tant que dessin et modèle industriel, que c'est une forme de propriété intellectuelle. Cette protection ne couvre pas les aspects techniques ou fonctionnels d'un produit et toutes les protections juridiques des aspects techniques ou fonctionnels impliquera d'autres droits de propriété intellectuelle. Par exemple, pour les aspects techniques de votre design en tant que brevet et pour les noms en tant que marque. Les dessins et modèles industriels s'appliquera à une grande variété de produits dans l'industrie et artisanat. Et pour bénéficier d'une protection juridique, les dessins et modèles doivent être généralement considérés et enregistrés comme étant nouveaux ou originaux. Je vous encourage aussi de regarder la base de données de HugExpress, que j'ai mis le lien ici, pour vérifier également la nouveauté de votre travail. La base de données de HugExpress, mise à jour chaque semaine, fournit des informations sur la situation et historique des dessins et modèles internationaux. Par exemple, je fais une recherche en utilisant le nom et j'ai cherché pour voir le enregistrement que Selma a récemment fait avec l'UMPI. Et en cliquant sur le dessin ou modèle, vous pouvez voir les détails qui concernent la durée de la protection et tous les autres détails, même les images. Maintenant que vous saviez ce qui peut être protégé, c'est aussi important de savoir ce qui ne peut pas être protégé. Les dessins et modèles industriels ne considèrent pas les organismes vivants comme des produits. Les dessins et modèles qui représentent les aspects naturels de plantes, de fleurs, de fruits, etc., seront généralement refusés, à moins que le produit soit clairement indiqué comme étant artificiel. En outre, seuls les aspects extérieurs des produits peuvent être protégés en tant que dessin et modèle industriel, ce qui exclut tout élément n'entrant pas dans cette catégorie. Pour obtenir la protection des dessins et modèles à l'étranger, il faut d'abord que vous saviez que les dessins et modèles sont des droits territoriaux. Ça veut dire qu'ils sont protégés exclusivement dans les pays où vous avez déposé une demande de protection. Mais en total, on a trois manières de protéger notre dessin et modèle. Le premier, c'est évident, c'est au niveau national.
et c'est de déposer une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de chaque pays. Après, on a le niveau régional, c'est déposer une demande unique auprès d'organisations régionales, telles que ARIPO ou OAPI. Avec ça, vous pouvez avoir la protection dans toute la région. Après, on a l'échelle internationale et c'est ce que on a décidé de parler à propos de ça aujourd'hui et c'est le système de la haie qui simplifie la procédure en permettant le dépôt d'une seule demande et qui donne la protection dans plus de 80 pays, ce qui rend le processus plus simple et plus efficace. Alors, avant qu'on parle à propos de ce système, tout d'abord, il est important de souligner que pour pouvoir utiliser ce système, vous n'avez pas besoin de déposer une demande au préalable au niveau national. Parce que pour autres droits de propriété intellectuelle, par exemple pour les marques, si vous voulez enregistrer au niveau international avec le système de Madrid, vous devrez d'abord enregistrer au niveau national et après, vous pouvez avoir la protection internationale. Mais ça, c'est pas le cas pour système de la haie. Vous pouvez directement enregistrer au niveau international, ce qui rend la procédure plus simple. Alors, ce système offre un mécanisme international unique qui permet d'obtenir et gérer les droits qui sont attachés à votre droit de dessin et modèle industriel simultanément dans plusieurs pays. Et comme vous pouvez voir sur cette image, avec ce système, il couvre un vaste réseau de protection dans plusieurs pays à travers du monde. Et dans le cadre de le système de la haie, vous pouvez déposer jusqu'à 100 dessins et modèles avec une seule demande. Par exemple, pour Selma, été 4 dessins avec une seule demande. Ces dessins et modèles doivent appartenir à la même classe de la classification de Locarno, que c'est un système international de classification des dessins et modèles industriels. Pour la durée de la protection en utilisant ces systèmes, c'est pour 5 ans, mais vous pouvez renouveler pour 2 fois et chaque fois pour 5 ans. Ça veut dire en total, vous pouvez avoir 15 ans de protection. Mais à part ça, si, il y a des pays aussi qui offrent des périodes de protection plus longues, par exemple comme Union européenne, avec une durée de 25 ans. Mais si vous utilisez le système de la haie, il permet de prolonger la durée de la protection jusqu'à la durée maximale prévue dans le pays concerné. Ça veut dire, en d'autres termes, si un pays accorde une protection plus longue que le système de la haie, ce système facilite l'extension de la protection des dessins et modèles enregistrés par ce pays. Alors, pour faire une conclusion sur le système de la haie, je vais lister les avantages de ce système. L'un des avantages de ce système est de simplifier le processus administratif en suivant une méthode facile en ligne. Autrement dit, vous remplirez une seule demande et avec un seul système formel et dans une seule langue. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de dépenser pour les frais de traduction. Aussi, vous économisez du temps et de l'argent en déposant une seule demande. Vous décidez vous-même si vous avez besoin d'une représentation juridique dans le domaine international. Vous pouvez modifier et renouveler votre enregistrement directement auprès de OMPI. Et comme on a déjà mentionné, vous pouvez protéger votre dessin et modèle dans 96 pays. Alors, comme vous le savez déjà, il est important de protéger votre dessin et modèle industriel et je profite de cette occasion de vous présenter l'application mobile Afrique Design, que c'est une fruit de collaboration entre l'OMPI et CDAO. Cette application a été lancée récemment sur Google Play et il est destiné aux designers et aux toutes les personnes qui sont passionnées au design de l'Afrique de l'Ouest. Afrique Design fournit une plateforme complète. Cette application a déjà des matériels relatifs au Ghana et Côte d'Ivoire, mais elle est en train de se développer ce contenu pour tous les pays de Afrique de l'Ouest, y compris le Bénin. Je suis sûre que vous avez encore des questions sur la protection internationale de votre dessin et modèle industriel et même avoir des inquiétudes de ne pas diffuser votre dessin et modèle avant de l'enregistrer sur les
médias sociaux, ce qui met en évidence une autre fois l'importance de protéger votre dessin et modèle industriel. Alors, dans cette application, il fournit des informations sur les lois relatives aux dessins et modèles, les dernières tendances de l'industrie, les nouvelles et les événements sur le dessin et modèle dans votre région que vous pouvez choisir sur cette application, et un formulaire qui vous permet d'entrer en contact avec d'autres créateurs. En effet, avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer un compte, vous publiez votre travail avec d'autres créateurs qui sont sur l'application. Et si vous voyez une design que ça vous plaît, vous pouvez toujours contacter le créateur original pour savoir s'ils sont intéressés pour faire une collaboration avec vous ou même la possibilité d'obtenir une licence d'utilisation de son travail afin que vous respectez les efforts de cet créateur et sa propriété intellectuelle. Afrique Design dispose également d'une galerie virtuelle d'inspiration où vous pouvez découvrir le travail de designers et lire leur histoire. Cette application est maintenant disponible sur Google Play, mais pour les personnes qui ont un iPhone, ça sera bientôt disponible, on espère bientôt, sur iOS. Je vous encourage à télécharger Affect Design pour célébrer, protéger et renforcer votre créativité. Et maintenant, je vais lancer une vidéo, mais je suis pas sûre que je peux avoir vous pouvez avoir le son ou non. Ah, oui. Ça vous aide de voir les fonctionnalités de cette application. Vous êtes créateur de mode en Afrique de l'Ouest, designer textile, designer bijoux, designer mobilier, designer graphique. Vous ne savez pas comment protéger vos dessins et modèles contre la copie? Vous ne savez pas où présenter vos dessins et modèles? Vous voulez entrer en contact avec des créateurs de votre région? Ce qu'il vous faut, c'est Afrique Design. Un centre pour les créateurs dans la région de la CEDEAO. Une application qui vous fournit des informations sur les dessins et modèles, vous met en relation avec le monde entier et offre à votre créativité une visibilité en ligne, vous aidant ainsi à développer votre activité. Apprenez à enregistrer et à protéger vos dessins et modèles dans les pays de la CEDEAO, en commençant par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Devenez membre de la communauté d'Afrique Design et présentez vos dessins et modèles enregistrés au monde entier. Laissez-vous inspirer par le succès des créateurs de la CEDEAO. Découvrez ce qui se passe autour de vous et informez-vous sur les événements, les actualités et bien d'autres choses en rapport avec les dessins et modèles. Créez des liens et échangez avec d'autres créateurs des pays d'Afrique de l'Ouest, apprenez les uns des autres et découvrez les dernières tendances en matière de dessins et modèles. Téléchargez Afrique Design pour propulser vos créations au niveau supérieur. Merci de votre attention. J'ai mis le QR code aussi ici pour télécharger plus facilement l'application et j'ai mis mon email adresse. Si vous avez d'autres questions sur mon présentation, vous pouvez toujours me contacter. Merci. Merci beaucoup, Mariam Aboulasseni. Merci pour ta présentation, très, très intéressante, très enrichissante. Dans la salle à côté de nous, on a une centaine d'étudiants, plus de 120 étudiants qui nous suivent. Je pense qu'ils ont été séduits par cette application parce que c'est vraiment une plateforme qui va leur permettre justement de pouvoir publier, en tout cas de s'enregistrer et publier leurs travaux, mais aussi d'entrer en contact avec d'autres designers, d'autres professionnels du métier. Je note aussi un point très important sur la protection, sur la propriété intellectuelle. Et donc, j'invite, ce que j'enregistre, en tout cas, ce que je note de ton intervention, c'est qu'avant de publier sur les réseaux sociaux les travaux, etc., il faut d'abord penser à les enregistrer. Donc, on sait parfois que les étudiants aujourd'hui
quand ils réalisent des travaux, ils sont très contents de tout de suite partager avec le monde. Mais c'est d'abord très important de pouvoir enregistrer ces travaux-là parce que d'autres peuvent les copier sans votre permission. Et donc, justement, WIPO, l'OMP, en tout cas, vous donne les outils nécessaires pour enregistrer vos travaux avant de les publier. Donc, j'invite vraiment tout le monde à faire référence à cet outil-là et d'aller voir un peu ce qui se passe sur l'application AfriDesign. En tout cas, c'est une très bonne innovation pour euh, le continent, pour les pays de la CEDEAO. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer le webinaire. Il y a forcément des questions dans la salle et même sur le Zoom, je pense il y a des questions. Donc, on va laisser la place à Coraline Guerriot, qui est responsable pédagogique de la filière design d'objets à Cotonou et qui va recenser les questions, qui va recueillir les questions qui vont vous être adressées. Et voilà. Merci. Coraline, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc du coup, on va avoir quelques minutes de questions. On a peu de temps au format du webinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter toutes les personnes en ligne qui souhaitent poser des questions à lever la main et on débloquera le micro pour vous laisser la parole. Et en attendant, je me tourne vers les étudiants et je vais vous demander également de lever la main et on va vous désigner pour que vous veniez poser vos questions. Ne soyez pas timides. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un temps d'échange. Il faut que vous en profitiez un maximum pour pouvoir parler librement et poser toutes les questions. Je vous ai vu prendre des notes pendant le webinaire, donc je suis sûre que vous avez tout un tas de questions. Ok, Onyx, viens, lève-toi. Viens par ici. Il faut qu'on vous entende aussi de l'autre côté de l'écran. François, viens par ici. Ok, vas-y, mets-toi là. Regarde, la caméra, elle est juste là. Ok. À qui tu poses ta question? Tu peux peut-être te présenter. Tu commences par te présenter, dire dans quelle classe tu es de filière. Et ensuite, tu dis à qui tu t'adresses. Moi, c'est Capo Onis. Je suis en première année de design d'objet. Je m'adresse à Madame Selma Lazarat. Ah, non. À Marielle, pour l'application? Ouais. Ok. Bon, désolé. Désolé. C'est pas grave. Donc, vous avez parlé de l'enregistrement. Il faut d'abord protéger nos travaux. Mais voilà que certains travaux sont déjà publiés sur les réseaux sans protection. Est-ce que là, il y aurait un droit moral en cas de copie? Alors, merci. Le droit moral, il y a toujours, existe toujours. Alors, c'est pour ça que même sur l'application, il y a une notif qui vous dit que vous devrez respecter les travaux que les autres ont publiés. Alors, c'est quelque chose que on devrait dire à tous les designers de respecter, mais dans le loi, le moral, c'est différent. Alors, c'est toujours bien si vous voyez une design et vous voulez le évoluer, vous voulez faire un changement et faire, faire une autre design à ça. Vous pouvez toujours demander au designer original pour faire collaborer avec vous ou simplement demander une licence d'utilisation. Mais à part ça, ouais, le moral, c'est un peu différent. Merci. Bien, Mardia. Bonsoir, moi c'est Kwasi Mardia et j'aimerais poser une question à Madame Selma. C'est par rapport à vos œuvres. Déjà, je suis très honorée de vous rencontrer parce que
C'est pour la première fois que je parle avec certains produits africains. Donc, j'ai remarqué que tous vos œuvres sont en bois. Et vous avez dit aussi que le bois est un peu le médium du designer en Afrique. J'aimerais savoir la signification que le bois a pour vous, si c'est un choix personnel ou c'est parce que vous aimez bien travailler avec le bois. Et que peut-être parce que je me suis dit, et j'aimerais que vous clarifiez, que peut-être que le bois est très facile à utiliser. Voilà, je réactive le son. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Je suis ravie de te connaître. Oui, effectivement, le bois est un matériau qui est très travaillé au Maroc et qui est relativement facile à travailler. On a des artisans qui excellent et je pense que dans toute l'Afrique, on est vraiment, pour moi, c'est un médium africain et je le redis. Et ensuite, le bois a cette accessibilité. C'est une ressource qu'on a, donc c'est aussi une ressource qui est pas très chère pour des designers sûrement émergents. Et voilà, c'est pour ça que c'est un matériau puis qui me j'ai un rapport assez sentimental avec le bois. Voilà, je suis née dans une maison avec beaucoup de bois sculpté autour de moi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai choisi le bois. Maintenant, je travaille aussi avec de la pierre, du marbre. Donc, ça m'exclut pas d'autres matériaux. Et ça, voilà, c'est mon choix. Mais voilà, j'encourage bien sûr à explorer tout type de matériaux dans vos travaux. Et voilà. Et commencer, voilà, choisir un matériau et se lancer et voilà, et l'inspiration viendra, mais voilà. Merci. Bon, j'invite toutes les personnes en ligne à ne pas hésiter à poser des questions, hein. Pour l'instant, on se tourne vers les étudiants qui se lèvent pour poser leurs questions, mais on ne vous oublie pas, hein. Donc, je regarde. Si vous levez la main, on vous donne la parole. Vas-y, Loïc, lève-toi. Bonjour. Moi, c'est Sylvain Loïc. Je suis en première année d'objet, design d'objet. Je m'adresserai à Madame Mariam Odolas. Ok. Ma question est celle-ci. On est d'accord que je peux me lancer dans la création d'un objet qui a déjà peut-être été fait dans le monde et qui n'est pas enregistré et que moi, je l'enregistre au niveau de l'OMP, par exemple, et que dans un futur lointain, l'intéressé puisse revenir dire qu'il était le premier à l'avoir réalisé. Qu'est-ce qui pourrait quelle quelle serait l'intervention du pays par rapport à ce genre de cas? Merci. Alors, pour voir pour les dessins et modèles qui sont enregistrés déjà, vous pouvez voir sur HagExpress, sur le site de l'OMPI. Et avec ça, vous pouvez voir si le dessin que vous décidez d'enregistrer, c'est vraiment nouveau et original ou non. Alors, ce que l'OMPI fait, c'est de revoir les enregistrements internationaux que c'est déjà enregistré sur le système et à part ça, si votre design c'est nouveau, ça peut être enregistré avec l'UMPI. Alors, d'autres questions? Profitez-en, hein. Vous n'avez pas tous les jours l'occasion de pouvoir discuter comme ça librement et poser vos questions à des professionnels. Donc, profitez-en. Bonjour, moi c'est Moinou Lawana. J'aimerais m'adresser à Madame Selma Lazra. Bon, déjà, moi j'ai un problème au niveau des matériaux utilisés. D'après mes recherches, le matériau qui serait bien pour moi et pour mes futurs projets serait le chanvre. Mais avoir des conditions d'utilisation, je ne pense pas que ça soit possible dans mon pays. Donc, c'est pour savoir comment essayer de fusionner, mais ainsi si il y a d'autres matériaux à utiliser, je ne sais pas trop. Euh, Bonjour. Alors,
J'ai pas une grande expérience dans ce matériau, le chanvre, mais je pense que on pourrait, je pourrais voir, voilà, ou peut-être te connecter à d'autres designers s'ils l'utilisent. Je ne sais pas si tu connais d'autres designers qui l'utilisent. Et je pense que dans la communauté du design, les gens sont assez ouverts et peuvent te donner voilà, les limites et les conditions d'utilisation de ce matériau. Après, c'est pas des matériaux que moi, je suis... euh, que je, que je travaille, donc je ne connais pas les conditions et je connais peut-être pas dans tous les pays, voilà. Mais pourquoi pas se connecter à des designers? Tous les designers ont des sites avec un site avec un courriel et peut-être leur demander directement. Et voilà. Bon, je suis désolée, ma réponse est un peu brève, mais Quoi. Merci beaucoup quand même. merci à toi. Bon, moi j'ai une question pour Selma. Oui. Euh, Au sein de la filière design d'objets, on essaye de tisser beaucoup de liens avec la communauté artisanale. On se rapproche notamment de la Chambre des métiers de l'artisanat au Bénin. On essaye vraiment de travailler ensemble à la relation entre designers et artisans et de pouvoir voir à comment on peut collaborer pour créer de l'artisanat à haute valeur ajoutée. Et du coup, on en discute beaucoup avec mes étudiants. Et c'est vrai que eux, au travers de leurs projets, même dès la première année, ils vont vers des artisans pour collaborer et ils essayent au fur et à mesure de créer leur propre médium de discussion avec les artisans pour pouvoir créer de la médiation et collaborer au mieux. Je ne sais pas si tu as des tips à partager avec les étudiants dû à ton expérience de travail avec des communautés artisanales. Comment tu te sens? Parce que c'est vrai que en tant que designer produit industriel, on est formé au plan, on est formé à tout un tas d'outils par lesquels on ne peut pas forcément réexploiter quand on travaille directement avec des artisans. Donc voilà, quels sont les outils, les choses que tu as pu développer avec eux? Alors, c'est un parcours assez intéressant parce que, enfin, il faut savoir que dans nos pays, l'artisanat est dans la rue. Donc, déjà, aller à la rencontre de ces artisans parce que les talents sont là. Nous, par exemple, au Maroc, on a des médinas avec des personnes qui travaillent, donc le bois qui travaille, le cuivre et tous ces matériaux qu'on utilise au Maroc. Et puis aller à leur contact sans s'imaginer que, voilà, ils connaissent pas les techniques modernes ou contemporaines et donc voilà, une rencontre peut-être avec ces artisans directement. Une autre manière, c'est effectivement les chambres d'artisanat, et je pense que vous le faites très bien, qui va vraiment vous donner une liste de tous les corps de métier, tous les artisans qui peuvent voilà, travailler avec vous. Et aussi, et dans notre communauté, le bouche à oreille, si vous connaissez voilà, des artistes qui travaillent sur un matériau qui vous intéresse, et c'est ce que je disais en fait en réponse à la question de l'étudiant, c'est vraiment d'aller, de demander, et ça se fait beaucoup dans le design, voilà, qui est ton produit, enfin, qui t'aide à faire ces pièces, est-ce que tu les produis toi-même? Et voilà, c'est les trois types que je vais vous partager. Et je pense que c'est et pas hésiter voilà à aller à la rencontre de plusieurs personnes parce que c'est aussi un feeling. C'est des personnes avec qui vous allez travailler, vous allez leur donner un projet. C'est important pour vous, voilà, qu'ils soient enregistrés ou que voilà, je sais pas, Mariam n'a pas vraiment parlé, mais il y a aussi des clauses de confidentialité que vous pouvez établir avec des artisans. Voilà, une signature si vous souhaitez vraiment, si c'est un projet qui est rapide, il faut vraiment le faire dans les plus brefs délais ou une commande. Voilà, on peut aussi passer par ça. C'est pas, voilà. Mais voilà, pour moi, c'est les trois grands. Voilà. Et puis, la recherche aussi, parfois, si sur Internet, si jamais vous arrivez à trouver, parce qu'il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui se mettent, voilà, ont des pages, je pense au Bénin, sur Instagram, ou des sites, et vous pouvez voir leur travail. Et puis, pourquoi pas se connecter à des artistes, voilà.
Et un dernier point aussi, les salons. Alors, nous, on a des salons au Maroc pour le bois, donc dans le Rif marocain, dans l'Atlas. Et c'est des salons où voilà, viennent exposer vraiment les artisans du bois. Et c'est très intéressant d'aller les voir, voilà, parce que pour le coup, vous avez tous les artisans dans un même espace et qui vont présenter leurs œuvres. Et voilà, donc passer par beaucoup de choses et jusqu'à ce que vous trouviez voilà, des personnes avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous pouvez avoir un dialogue. Voilà, j'espère que ça a été clair. Merci. T'en prie. Ah, bah, de nouvelles questions. Si vous permettez, en attendant, peut-être de mon côté, j'en aurais une pour Mariam concernant l'accessibilité de la propriété intellectuelle. Je pense que c'est votre objectif à travers l'application destinée à la région CEDEAO de rendre la protection plus accessible. Mais si on revient à un cas de figure, si on prend l'exemple de Selma qui décidait de passer par l'AE pour avoir la protection dans les plus de 80 pays que vous couvrez. Bon, elle me mentionnait que certains pays et régions ont du support financier pour des jeunes designers qui souhaiteraient accéder à la propriété intellectuelle, mais de base, un designer devrait penser à quel type de budget pour réussir à avoir une protection sur ces 80 pays qui couvrent quand même. Je voyais que, bon, l'Inde n'est pas couverte, mais quand même au moins la Chine et beaucoup d'autres régions. On parle d'un investissement de combien si c'était un objet que Selma voulait faire protéger? Merci. Alors, je crois que c'est pour le budget, c'est votre question, qu'on devrait dépenser pour l'enregistrement, non? Exact. Alors, il y a un calculateur sur le système. Je ne peux pas dire exactement parce que ça dépend des pays que vous choisissez d'être dans le réseau de protection. Mais c'est vraiment simple pour utiliser le calculateur pour voir. Mais aussi sur l'application, on a mis des institutions qui sont prêtes à donner donner des protections à les designers pour soutenir économiquement. Alors, je crois que ça aussi, ça va aider pour voir le liste et de voir quelle organisation est prête de faire ce travail. Mais le calculateur, c'est sur le système de la haie et un clic, ils peuvent voir euh, ouais, ils peuvent voir le prix. Excellent. Et c'est le même principe qui s'applique à travers l'application. Donc, on utilise l'application pour aller faire un enregistrement. On va aussi Mhm. sélectionner les pays qu'on souhaite viser et avoir les mêmes frais que si on passait par le site plus officiel de la si on veut. OK. Merci Ouais, bien. merci. Euh, Alors, merci. Je m'appelle Ifan Niadi et ma question s'adresse à Madame Selma Lazak. Alors, j'ai deux questions. La première est de savoir si, parmi les matériaux que vous utilisez, j'ai compris que vous utilisez le bois, le marbre et tout ça. Je voudrais demander si vous utilisez de nouveaux matériaux, comme le bois transparent, par exemple. Merci pour ta question. Alors, pour le moment, je travaille beaucoup des matériaux qu'on arrive à sculpter. C'est un peu, on va dire, ma touche, voilà, c'est comme ça que j'imagine donc mes pièces. Donc c'est vrai que je vais souvent utiliser des matériaux qui se prêtent à voilà à être sculptés, à avoir ce côté massif un peu, voilà. Et donc pour le moment c'est les matériaux. Et je travaille souvent en collection, donc je travaille pas vraiment les matériaux en même temps. Donc, je passe du temps à travailler un matériau pour vraiment l'emmagasiner, le comprendre, et puis ensuite, je passe à un autre matériau. Voilà, mais pourquoi pas travailler. Après, je suis très, voilà, j'ai un background en architecture, voilà, sustainable architecture, et j'ai fait des études dans ce sens. Donc, ça va souvent être des matériaux qui sont durables. Je pense qu'il y a un intérêt de penser à ça et surtout dans notre continent. Et donc, c'est souvent voilà, des matériaux naturels. Voilà. Donc, voilà, si on peut
parler d'un type de matériau, c'est bien les matériaux naturels. Voilà. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas ce que je produirai demain, mais je vous encourage à essayer plusieurs matériaux, essayer de trouver voilà, votre médium. Ma deuxième question, c'est de connaître votre avis en tant qu'architecte. Mhm. Est-ce que vous pensez que le minimalisme tue l'architecture? Parce qu'on voit bien qu'avant, l'architecture, elle était avec beaucoup de formes et que maintenant, presque tout est carré. Ouais. Je pense qu'elle ne le tue pas, c'est un courant parmi d'autres et je pense qu'il a sa place aussi dans le monde de l'architecture comme d'autres courants qui vont être beaucoup plus voilà, expressifs, beaucoup plus riches et je pense elle a le droit d'exister en même temps que tous les courants et que tous les courants ont leur place dans le monde architectural aujourd'hui. Et voilà, je pense pas qu'elle tue l'architecture si c'est ça votre question. Voilà. Après, voilà, moi, j'ai une dimension très minimaliste, on va dire. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon point de vue. Et voilà. Merci. Wow. Euh, Cette fois-ci, ma question va s'adresser à Monsieur Bertrand Thérot aussi. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, quand on prend l'Afrique ou particulièrement au Bénin, la question, le métier de designer ou de designer de produits n'est pas forcément développé d'une certaine manière. Et tout. Quelles sont les actions ou tout ce qui est mené par l'Organisation mondiale du design par rapport à cet état de choses? C'est un contexte qu'une une grande partie du monde vit où l'industrialisation n'a pas encore pris place dans beaucoup de pays et de régions, ce qui fait que le travail du designer dans beaucoup de ces régions-là s'apparente plus au travail de l'artisan. Mais ça fait partie des initiatives aussi. Le lancement je mentionnais plus tôt World Design Protopolis à Bangalore en Inde. Lors du lancement, il y a eu un grand festival qu'ils ont appelé Folkluru. Le, fol- le folklore de Bengaluru, c'était l'ambition de mettre de l'avant le travail des artisans et de voir comment leur collaboration avec des designers avait permis d'élever la qualité des produits dans certains cas, d'amener une esthétique, et ça a été mentionné plutôt un petit peu par notre autre Kifil, de dire, de comprendre comment on pouvait aller chercher la noblesse des matériaux, la noblesse de la culture et du savoir-faire que les artisans ont dans un design qui a un potentiel euh, d'usage et de correspondance culturelle au-delà de la communauté qui était d'abord visée. Euh, donc, c'est une recherche. Beaucoup de nos institutions en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine se penchent sur ces problématiques-là parce que on a la chance dans ces régions-là d'avoir mieux conservé certains patrimoines culturels traditionnels, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays où l'industrialisation a déjà effacé beaucoup de ces valeurs culturelles-là. Il y a une grande préoccupation parce qu'on le sait, on perd à tous les jours des savoir-faire traditionnels. Et on n'a pas encore aujourd'hui les moyens de capturer et d'archiver tout ce savoir-faire. Et donc, ça passe probablement par les collaborations entre les designers et les artisans pour que les designers apprennent de ces savoir-faire-là, sachent en extraire le potentiel qu'ils ont pour des produits qui vont être durables et qui vont euh, réussir à faire vivre ces traditions-là dans les nouveaux marchés. Euh, et donc, pour l'instant, c'est un sujet d'étude beaucoup d'écoles de design et de préoccupation par beaucoup de ministères culturels.
Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir, mettre de l'avant et continuer d'explorer. On ne prétend pas arriver avec une réponse et une méthode sur comment est-ce que devrait se déployer le design dans toutes les régions. Chaque région, chaque pays va avoir sa manière d'interpréter comment le design devrait contribuer à leur prospérité. Mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite communiquer plus, échanger plus pour qu'on apprenne les uns des autres et qu'on stimule cette innovation et cette collaboration entre l'artisanat et le design. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Nous sommes à presque 5 minutes de la fin, mais il y a Hicham Lalou qui nous a rejoint, et qui est dans le panel, qui vient juste de nous rejoindre et qui a quelques mots aussi à dire. Donc, Hicham Lalou, qui est un représentant aussi de la WDO en Afrique et qui est un grand designer un peu reconnu un peu partout et qui parle euh, de design, d'enseignement du design depuis très longtemps sur le continent africain. J'ai eu l'occasion de suivre une de ses interventions au Gabon. Je suis actuellement au Gabon. Donc, Hicham Lalou a mené beaucoup de réflexions autour du développement et de la vulgarisation du design en Afrique. Donc, Hicham, si vous êtes là, on va vous laisser la parole. Et voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Désolé de Bonjour. mon retard de connexion. J'ai pas pu me libérer. J'ai eu des décalages dans l'agenda. Ben, bonjour, bonjour Cotonou et bonjour Bertrand, bonjour Dorothée, bonjour Selma. Et encore une fois, désolé, mais je pensais être là parmi vous depuis le début. Oui, pour la question, merci. Ben, effectivement, ça fait de nombreuses années que je fais partie des membres actifs, si on peut dire, de la promotion du design en Afrique et en dehors de l'Afrique, parce que pour rappeler pour ceux qui ne savent pas et que ceux qui le savent déjà ou ceux qui ont oublié, c'est le seul continent au monde qui est célébré par l'UNESCO tous les 25 janvier, parce qu'on parle de culture africaine et d'afro-descendance. Nous, Africains, nous reconnaissons tous les Africains, même si c'est 4 siècles en arrière, 3 siècles, 50 ans, 100 ans, chaque personne dans le monde qui a une afro-descendance est reconnue par les Africains, par nous, sœurs et frères africains, comme étant un afro-descendant. Donc, il y a aussi une grosse communauté de design aux États-Unis, au Brésil, un peu partout dans le monde, qui se revendiquent d'afro-descendance. Moi, ça fait aussi depuis 2015 que je suis actif au sein de l'Organisation mondiale du design, au sein de la WDO, le World Design Organization. J'avais été nommé à l'époque par le professeur Mugenzi Mrita, qui est le premier président africain de la WDO, qui est du Kenya, Community Liaison. Et après, on m'avait demandé, suite à différentes actions, en tant que fondateur d'Africa Design Award, qui est le seul prix panafricain du design et Africa Design Days, qu'on avait organisé avec la WDO en 2015, avec le premier World Design Talks en Afrique, de me présenter aux élections. Et à ma grande surprise, j'avais été élu membre du conseil d'administration, member of the board. Et depuis, bon, je suis regional advisor pour l'Afrique. Et j'essaie, tant bien que mal, d'être dans l'action, de proposer des collaborations, d'essayer de sensibiliser à ce qu'on ait de plus en plus de membres venant d'Afrique ou de la diaspora, parce on doit tous se porter volontaire pour avoir le plus de membres possible, pour peser sur le concert des nations. Et ça, c'est quelque chose de très important sur la WDO. Et aussi, voilà, et puis bon, j'ai à mon actif plusieurs expositions dans le monde. J'ai exposé dans plein de musées, sur des expositions collectives sur le design en Afrique notamment. Une grande expo qui avait été lancée en 2015 par le Vitra Design Museum et qui avait fait le tour du monde. Et puis aussi, j'ai initié et co-initié un livre sur le design en Afrique que vous avez à l'école, qui est African Generation, the Power of Design, ou Génération africaine, la force du design. J'ai invité le professeur Mugenzi Mrita en tant que co-auteur. Et tu as parlé aussi de Libreville au Gabon. C'est là qu'on a lancé la première édition du
pendant le New York Forum Africa à l'époque avec Richard Attias la première édition de l'Africa Design Award. Et j'avais inspiré par différentes initiatives, notamment la naissance de votre école, parce que j'étais vraiment le tout premier qui a initié ce projet. Le nom de votre école venait de mon intervention à Libreville au Gabon, et j'étais à l'origine de cette idée, de ce concept, qui a finalement pu voir le jour au Bénin, à Cotonou. Et je sais pas, pour les jeunes qui nous écoutent, le design revient à la Biennale de Dakar depuis très très longtemps. Et donc Ousmane Bey du Sénégal, qui est designer, assure le commissariat, et j'ai la joie d'avoir été invité parmi des anciens. Et je pense qu'il y aura aussi la jeune génération qui sera exposée. Donc à partir du mois de mai jusqu'au mois de juin, pendant un an, à l'ancien palais de justice de Dakar, une grande exposition sur le design en Afrique qui sera présentée sous la houlette du commissariat de Ousmane Bey. Et je serais ravi de venir, pourquoi pas venir à votre école, donner une conférence, partager l'expérience et inspirer les jeunes. Et puis, il faut dire aussi quelque chose qui est important, c'est que depuis que j'ai lancé Africa Design Award en 2014 et Africa Design Days en 2015, beaucoup d'initiatives, ça a inspiré beaucoup d'initiatives, parce qu'il y a eu Cairo Design Week, je ne sais pas ce que ça devient depuis, Nairobi Design Week Lagos, Casablanca Design Week, Tétouan Design Events et d'autres événements qui sont en train de naître. Et l'année dernière, en collaboration avec la WDO et le ministère de la Culture au Maroc, on a organisé la première édition de la Rabat Design Week. Et donc voilà, je vous invite à lancer l'initiative à Cotonou, il faut le faire, parce que plus on porte le leadership du design, plus on encourage les jeunes à porter le leadership, plus on sensibilise les pouvoirs publics et les pouvoirs privés pour pouvoir dire, voilà, le design, c'est pas uniquement de la déco, c'est quelque chose d'hyper stratégique, ça peut aider au développement économique, humain et social, et c'est aussi un vecteur, c'est le catalyseur d'innovation et du digital. Sans design, on ne peut pas faire tout ça. Et puis aussi, ne pas oublier le Sustainable Development Goals, que quand on crée en tant que designer, il faut penser planète. Parce que tout ce que nous créons a une incidence sur aujourd'hui et demain. Et j'espère que je n'ai pas été aussi long. J'ai essayé de dire les choses d'une manière concise. Voilà. Merci beaucoup, Hicham, pour votre intervention. Hicham, qui est applaudi, je vois les étudiants sont en train d'applaudir dans la salle, mais il n'y a pas de son. Merci beaucoup, Hicham, pour cette brillante intervention. En effet, Hicham, comme je le disais au début, c'est vraiment l'un des piliers du développement du design en Afrique. C'est l'un des tout premiers à parler du design sur le continent et qui a initié justement des initiatives telles que les Design Awards qui sont en train d'être un peu répandues un peu partout et nous encourage en tout cas à initier la Cotonou Design Week et on vous enverra l'invitation. Ce sera l'occasion pour vous de venir à Cotonou aussi et de rencontrer ce qui se fait dans l'écosystème du design. Mais Donc, merci beaucoup. je lance l'idée, on peut organiser, parce qu'Africa Design Days, c'est une plateforme qui a été présentée même en France, un peu partout. On peut le faire une version béninoise et un Africa Design Award. Et on pourrait surtout faire aussi, c'est important, un World Design Talks, c'est très important. Voilà. Bien Et sûr. n'oubliez pas de célébrer le 29 juin, qui est la date de la naissance de la WDO, 29 juin 1957, l'ancien ICSID, la naissance de la plus importante organisation de design au monde, et ce qu'on lance chaque année, le WID, WIID, donc la World Industrial Design Days, et normalement, c'est là où on peut entraîner toutes les écoles, toutes les initiatives pour célébrer le design dans le monde et la World Industrial Design Days. Voilà, je voulais dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Hicham. à vous. Merci et bravo à Selma, hein, parce que pendant que j'étais en réunion, j'ai regardé sans broncher. Voilà, j'ai pu, pas en tant que panéliste, mais voilà. Vraiment. Et puis Merci beaucoup. Selma, pour clôturer, j'ai rencontré quand j'étais commissaire, scénographe du pavillon marocain au salon de Milan l'année dernière. Et elle m'a contacté et je l'ai invitée à devenir membre de la WDO. Et je l'encourage en tant que mentor, en mon humble niveau, pour tout ce qu'elle fait parce qu'elle le mérite. Et cette année, elle va exposer à Milan, Salone Satellité.
Et pour finir très rapidement, j'avais été nommé par Marva Griffin en 2018, commissaire avec les frères Campana. On a présenté 18 designers que j'ai présentés d'Afrique et 18 designers d'Amérique latine. C'est une expo qui a eu un retentissement mondial et bravo à Selma de rejoindre la jeune communauté du design. Et engagez-vous. Si vous vous engagez pas et vous attendez juste d'avoir un diplôme, c'est bien, mais engagez-vous. Allez, engagez-vous dans la société, engagez-vous pour la communauté de design, devenez membre de la WDO parce qu'on a voté dernièrement à l'ancienne Assemblée générale à Tokyo au mois d'octobre euh, un nouvel amendement qui permet aux jeunes designers, aux jeunes startups et aux jeunes entreprises design de devenir membres alors qu'avant on ne pouvait pas le devenir. Et ça, c'est important. Et merci. Vive Merci beaucoup, l'Afrique et Hicham. vive la planète. Merci beaucoup, Hicham. Je retiens un mot, engagez-vous. Donc, soyez engagés pour la cause du design. Merci beaucoup, Voilà, Hicham. merci. Je vous laisse. Merci Coraline, à tous. Coraline, on va conclure. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour votre participation. Les étudiants, en tout cas, j'ai vu énormément de sourires pendant cette présentation et je sens qu'ils sont vraiment ravis, ça leur fait du bien et ils ont besoin aussi de pouvoir savoir connaître la communauté qu'il y a derrière et savoir toutes les actions qui sont engagées. Donc, du coup, bah, merci à tous. Je pense que vous pouvez leur dire merci. Ok, bah, merci à tous les participants. Je vais... Pour conclure, je vais inviter excusez-moi. Pour Allô? conclure, je vais inviter l'étudiante du coup, à nous dire un petit mot. D'accord. Bonjour à tous. Je vais commencer déjà par me présenter. Mon nom est déjà sur la scène. Je m'appelle Ophélie Belobo. Je suis étudiante à Africa Design School. Là, je suis actuellement en Master 1, mais je suis à Africa Design School depuis la licence, la première année de licence en design graphique. Et pour ce webinaire, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que si on veut vraiment innover, surtout dans le contexte africain, si on veut vraiment innover, il faut repartir à la source et repartir aux racines parce que c'est en fait démarquer et de vraiment placer notre présence sur le marché du design. Parce que ce que justement j'ai eu à apprendre avec ce webinaire, c'est que plus en plus, le design devient une famille qui est interconnectée. Il y a beaucoup de structures qui sont mises en place pour que les étudiants, les designers, les professionnels puissent communiquer entre eux. Donc, la meilleure manière pour les designers africains, justement, de s'intégrer, c'est de montrer justement leur plus-value et leur particularité. Donc, je vous remercie vous tous pour ce webinaire, surtout Madame Filma, parce que quand elle faisait sa présentation, ça m'a rappelé des éléments qui sont propres à moi, même mon propre parcours, parce que j'ai eu à faire des études en architecture d'intérieur au Maroc. Donc, c'est des éléments il y a des éléments qu'elle a soulignés dans lesquels je me suis reconnue, surtout par rapport au design d'objets. J'ai pas eu la chance, comme la nouvelle promotion ici, de faire le design d'objets ici à DES, mais c'est quand même quelque chose sur lequel je suis ouverte et pour cela, je vous remercie tous. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Euh, Vous pouvez activer le micro dans la salle, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Euh, Derrière, enfin, il y a eu une personne, en tout cas, qui a coordonné toute l'activité du webinaire, qui est parmi nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on applaudisse très, très fort pour Dorothée Voladi, s'il vous plaît. On n'entend pas. Ok. Donc, merci beaucoup, Dorothée, qui a coordonné les équipes, qui a mobilisé euh, la WDO, Bertrand Desrômes, Hicham Lalou, Mariam, Selma, qui ont participé activement et qui ont donné vraiment de leur temps et pour pouvoir nous offrir cette belle discussion. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez quand même retenu des éléments importants. En tout cas, moi, je retiens d'une part qu'il faut
s'inspirer euh, de nos valeurs, de notre héritage culturel pour pouvoir le transmettre dans le design. Il faut trouver le juste milieu, le curseur doit être au juste milieu. Dans un second temps, il faut penser à protéger, bien sûr, vos œuvres. Il est très important de protéger vos œuvres. Et Mariam nous a montré quelques outils pour pouvoir protéger nos œuvres, que ce soit dans la CEDEAO ou dans plusieurs pays. Donc, je vous encourage vraiment à aller vers ces solutions-là pour vous protéger et pour rencontrer d'autres designers. Et il y a aussi l'engagement de la World Design Organization dont Bertrand a parlé. Aujourd'hui, il a dit qu'ils sont très impliqués sur le développement du design sur le continent. Ils développent beaucoup d'activités avec des structures, des organisations sur le continent pour pouvoir valoriser un peu le design. Et donc, ça aussi, c'est vraiment un élément à ne pas négliger. Et pour rebondir sur Hicham Lalou, vous, en tant que designer africain, une chose, c'est d'aller à l'école, de décrocher son diplôme, d'avoir un bon travail. Mais une autre chose aussi, c'est de pouvoir vraiment s'engager. S'engager pour la culture design, s'engager pour le développement du design et de votre discipline. Donc, voilà, sur ces mots, moi, je vais vous demander d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, mais bon, on suppose que ça s'est plutôt bien passé. Merci Jérôme, merci Jérôme, merci Mariam, merci Selma, merci Dorothée, merci Hicham, merci Cotonou et merci à tous ceux qui étaient connectés, bien sûr, et qui nous ont suivis d'un peu partout. Et à très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci à tous. Bye. Merci. Merci. Ah.